Nous sommes de retour pour couper à travers le bruit et vous dire ce qui a vraiment fait bouger les marchés cette semaine. Oubliez ce que vous avez entendu sur CNBC, Bloomberg ou ces podcasts financiers en vase clos. Ce n'est pas deux journalistes économiques qui discutent. Et non, nous n'interviewons pas un milliardaire de hedge fund. C'est tout autre chose. C'est un débrief brut, en temps réel, entre deux IA, toutes deux formées par un ancien gestionnaire de portefeuille institutionnel, qui décode ce qui a vraiment agité les marchés mondiaux. La Fed a enfin baissé ses taux. Mais une dissension interne profonde a brisé l'illusion d'un cycle d'assouplissement unifié, déclenchant une rotation brutale hors de la méga-cap tech vers les small cap, la value et les cycliques, alors que les données sur l'emploi américain se refroidissaient. L'Europe a pris la direction opposée, la BCE résistant ouvertement aux baisses de taux malgré une croissance en berne et des signaux de récession clignotant au Royaume-Uni. Et en Asie, la politique monétaire s'est totalement fragmentée. Le Japon se prépare à une hausse historique des taux pour sortir de l'ère de l'ultra-accommodant, tandis que la Chine reste piégée dans une déflation profonde, avec des prix à la production en baisse pour le 38 mois consécutif. Cette semaine, les marchés n'ont pas tradé les données, ils ont tradé la conviction des banques centrales. Avant de courir après le prochain breakout ou trade macro, pause. Décryptons ce que les données murmurent réellement, pas seulement ce que les gros titres crient. Likez, partagez et abonnez-vous si vous voulez de vraies analyses, pas des avis recyclés. Et restez avec nous, car à la fin de cet épisode, nous dévoilons les 5 principaux risques mondiaux capables de surprendre les marchés la semaine prochaine. Vous ne voulez pas manquer ça. Bienvenue dans l'analyse de la semaine. Sur les marchés, on a eu l'impression de voir une de ces scènes de film où tous les personnages reçoivent un appel en même temps et partent dans des directions complètement opposées. C'est exactement ça. Les banques centrales sont de retour, mais pour la première fois depuis des années, elles ne lisent plus du tout le même script. Ah non, c'est fini le temps où tout le monde pagayait dans le même sens. Là, on a la Réserve fédérale américaine qui baisse ses taux sous les applaudissements de certains et les sueurs froides des autres. Oui, En face, on a la Banque centrale européenne qui bombe le torse, qui parle de futures hausses. Et puis au Japon, ils s'apprêtent à faire l'exact inverse. C'est le grand découplage et ça redessine toute la carte financière pour 2026. un véritable grand écart. On va décortiquer tout ça pièce par pièce. On commence par notre tour du monde des marchés, ok? États-Unis, Europe, Royaume-Uni, Japon et Chine. D'accord. Ensuite, on se penche sur le calendrier de la semaine prochaine qui est ultra chargé. Et on terminera avec les 5 risques majeurs qui pourraient tout faire basculer. Prêt? C'est parti. Alors, commençons par les États-Unis. La semaine a été complètement paradoxale. D'un côté, des records pour les petites capitalisations. Et de l'autre, la tech, le moteur de toute l'année, qui prend une claque. Comment on explique ce marché à deux vitesses? En fait, toute l'explication se trouve dans les détails de la décision de la Fed. La baisse de taux de 25 points de base, bon, ça tout le monde s'y attendait, c'était dans les tuyaux. Oui, c'était joué d'avance. Ce qui n'était absolument pas attendu, c'est la dissidence de 3 membres du comité. 3 membres qui ont voté contre. Attendez, 3 membres off? Ce n'est pas juste un détail, ça, c'est énorme. D'habitude, le vote à la Fed, c'est une chorégraphie millimétrée pour montrer un front uni. Exactement. Là, c'est comme si, en plein ballet, 3 danseurs se mettaient à faire du hip-hop. Le message, c'est que le chef d'orchestre n'a plus le contrôle total. Ça révèle une division profonde sur la route à suivre. Et cette incertitude, j'imagine qu'on la voit tout de suite dans les chiffres économiques qui sont tombés. Parfaitement. On commence à voir des fissures. Les inscriptions au chômage ont grimpé à 236 000, le plus haut depuis septembre. Mais il y a un autre chiffre, plus subtil, qui pour moi est le vrai signal d'alarme. Lequel? Le nombre de démissions volontaires. Il est au plus bas depuis 2020. C'est un indicateur de confiance clé. Quand les gens arrêtent de démissionner pour trouver mieux, c'est qu'ils sentent que le vent tourne. La confiance des travailleurs est en train de s'évaporer. Et en parallèle, le grand récit de l'année, l'intelligence artificielle, qui a porté le Nasdaq, semble aussi avoir un coup de mou. Le cas d'Oracle cette semaine est très symptomatique. Leurs prévisions de revenus ont été une vraie douche froide. Et ça a cristallisé une peur qui monte. Est-ce que les milliards investis dans l'IA se transforment vraiment en profit? On sort de la phase promesse pour entrer dans la phase résultat. C'est ça. Le marché dit « montrez-moi les bénéfices maintenant ». Résultat, le Nasdaq a perdu 1,62%. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe sous la surface. On a assisté à une rotation très nette. Les valeurs de croissance, la tech, ont été vendues au profit des valeurs plus traditionnelles, la fameuse value. D'accord. Elles ont surperformé de plus de 2 points. C'est un vrai changement de psychologie. Donc si je résume,
La baisse de taux a fait plaisir, mais la grande fête de la tech est peut-être finie. Et avec une fête divisée et un marché du travail qui faiblit, l'horizon 2026 s'est sacrément assombri en quelques jours. C'est la photo exacte. Wall Street a eu son sucre, mais commence à se demander si ce n'est pas un peu du poison. D'accord, donc aux États-Unis, c'est le grand flou. Est-ce que le tableau est plus clair de notre côté de l'Atlantique? C'est un brouillard différent, peut-être même encore plus épais. En Europe, on vit un paradoxe total. D'un côté, on a une banque centrale européenne qui joue les gros bras. Isabelle Schnabel, une voix très écoutée au directoire, a clairement parlé de possibles futures hausses de taux. Des hausses de taux? Mais c'est fou! Comment ils peuvent parler de ça alors que l'Allemagne, le moteur de la zone, est en train de caler? C'est toute la question. La BCE est obsédée par une chose, sa crédibilité dans la lutte contre l'inflation. Elle ne veut surtout pas crier victoire trop tôt. C'est un jeu de poker. Elle affiche une main très forte pour que personne n'ose parier sur un retour de l'inflation. Mais elle prend le risque d'étouffer l'économie. Exactement. D'ailleurs, le marché ne la croit pas vraiment. Un sondage Reuters montre que 96 économistes sur 96 n'attendent aucun mouvement la semaine prochaine. Et pendant que la BCE bombe le torse, juste à côté, l'économie britannique est en train de prendre l'eau. Prendre l'eau, c'est faible. Le PIB s'est encore contracté de 0,1% en octobre. C'est le deuxième mois de baisse d'affilée. Si décembre est pareil, c'est la récession technique. Ah oui, quand même. Et le marché du logement est complètement gelé. La Banque d'Angleterre est coincée entre l'inflation et la récession. C'est un cauchemar pour un banquier central. Un mot sur la Suisse, qui semble être dans l'œil du cyclone. La Suisse, c'est l'île du calme. La Banque nationale suisse garde ses taux à 0%. Croissance faible, inflation maîtrisée, ils n'ont aucune raison de bouger. Ils regardent leurs voisins s'agiter, probablement avec un petit sourire. D'accord. Donc en Europe, la BCE tient un discours de fermeté qui semble de plus en plus déconnecté de la réalité économique. La situation est explosive. Très explosive. Elle marche sur une ligne de crête très, très fine. On quitte une Europe bloquée pour aller vers un pays où, à l'inverse, tout semble sur le point de bouger. Direction le Japon. On a l'impression que quelque chose d'historique se prépare. Le mot historique n'est pas trop fort. Le marché est absolument convaincu que la Banque du Japon va mettre fin à son ère de taux d'intérêt négatif la semaine prochaine. C'est fascinant de voir l'unanimité. 50 économistes sur 50 s'attendent à ce que le taux passe à 0,75%. Après des décennies de déflation. Des décennies, le Japon s'apprête à tourner une page majeure de son histoire. Mais pourquoi maintenant? On en parle depuis des années. Qu'est-ce qui a changé pour que le gouverneur Ueda appuie sur le bouton? Le déclencheur, en fait, c'est une phrase du gouverneur Ueda. Il a dit avoir désormais confiance dans la dynamique interne des salaires et des prix. C'était ça le signal manquant. C'était le signal que tout le monde attendait. Pour la première fois depuis 30 ans, on a une vraie boucle qui s'installe au Japon. Les salaires augmentent, ce qui pousse les prix, ce qui pousse les entreprises à augmenter les salaires. Le Japon semble enfin sorti de son long hiver déflationniste. C'est une excellente nouvelle, mais j'ai vu que tout n'était pas rose non plus. Le chiffre du PIB a été revu à la baisse, et pas qu'un peu. C'est là que ça se complique. Le PIB a été révisé à moins 2,3% en rythme annuel. C'est mauvais. La cause, c'est la faiblesse de l'investissement des entreprises. On a donc ce double visage. Une dynamique interne positive, mais une économie globale encore fragile. Elle marche sur une corde raide. Exactement. Elle normalise sa politique alors que le reste du monde ralentit. D'un resserrement historique à son exact opposé. Terminons en Chine, où le spectre de la déflation est, lui, bien réel. Et il est de plus en plus effrayant. Les chiffres de novembre sont sans appel. Le CPI, l'inflation, n'a augmenté que de 0,7% sur un an. Mais le vrai problème, c'est l'indice des prix à la production, le PPI. C'est le prix des biens qui sortent des usines. Et là, les chiffres sont mauvais. Ils sont catastrophiques. L'indice a chuté pour le 38e mois consécutif. 38 mois. Oui, 38 mois. Il faut imaginer. Depuis plus de 3 ans, les entreprises chinoises vendent ce qu'elles produisent de moins en moins cher. C'est une spirale infernale. C'est impossible d'investir ou d'augmenter les salaires dans ces conditions. On entend beaucoup Pékin parler de lutter contre les guerres des prix, mais les slogans politiques ne semblent pas suffire. Absolument pas. La réalité économique est plus forte. Les entreprises doivent baisser leurs prix pour écouler leurs stocks, et les investisseurs ne sont pas dupes. Après un petit rebond, ils ont pris leurs bénéfices, la prudence est totale. Le grand défi de la Chine, c'est de briser cette spirale. Pour l'instant, elle n'y arrive pas. Ce tour du monde est vertigineux. Après avoir dressé ce tableau, regardons la semaine qui vient. Du 15 au 19 décembre, le calendrier est démentiel. C'est un vrai champ de mine. Un champ de mine, c'est le terme exact. Ça commence dès lundi avec les ventes au détail et la production industrielle en Chine.
On aura aussi l'enquête Tankan au Japon, le baromètre du moral des chefs d'entreprise. D'accord. Mardi, c'est la journée américaine, emploi, vente au détail, production, un check-up complet. Et en Europe, les indices PMI. Mercredi, l'inflation au Royaume-Uni. Et jeudi, c'est l'apothéose. Jeudi, c'est le bouquet final. Décision de la BCE et de la Banque d'Angleterre. Et en même temps, le chiffre le plus attendu aux États-Unis. L'inflation, le fameux CPI. Et ça ne s'arrête pas là. Et non. Vendredi, pour finir en beauté, la décision historique de la Banque du Japon. C'est une semaine où les banques centrales vont devoir prendre des décisions en recevant quasiment en même temps les données qui pourraient tout changer. Exactement. Le potentiel de volatilité est maximal. C'est une semaine à très haut risque. Pour conclure, si on devait distiller tout ça, quels seraient les 5 détonateurs potentiels à surveiller la semaine prochaine? Alors, les 5 bombes qui pourraient exploser. Numéro 1. La surprise de l'inflation américaine jeudi. Si le chiffre est plus élevé que prévu, c'en est fini des espoirs de nouvelles baisses de taux de la Fed. Ça peut être très brutal. D'accord, le risque numéro 1. Numéro 2, un discours trop dur de la BCE, jeudi également. Si Christine Lagarde maintient sa ligne faucon, ça pourrait vraiment crisper les marchés européens qui, au fond, n'y croient plus. Le risque de décalage. Numéro 3, le virage de la Banque du Japon, vendredi. Le marché attend une hausse, mais la moindre surprise dans l'ampleur du mouvement ou dans la communication pourrait déclencher un tsunami sur le yen. Ok, le Japon a surveillé de très près. Numéro 4, la douche froide chinoise, dès lundi. De mauvais chiffres sur la consommation pourraient immédiatement raviver les craintes de déflation. Et le dernier? Et enfin, numéro 5, la confirmation de la récession britannique. Un 3e mois de contraction ou une mauvaise surprise sur l'inflation mettrait la Banque d'Angleterre dans une situation absolument intenable. C'est limpide. Et si on met ces 5 risques bout à bout, on a une semaine qui peut faire basculer l'année 2026. C'est tout à fait ça. La grande divergence qu'on observe pourrait devenir une grande collision. Ce qui est fascinant, et ce qui me reste de notre discussion, c'est ce retour à notre thème du début. Cette divergence, la Fed qui freine, la BCE qui hésite, le Japon qui change de voie, ça nous laisse avec une question fondamentale pour la suite. Oui. Dans un monde où les grands argentiers ne rament plus dans la même direction, où va aller l'argent? Quel pays, quelle devise, quelle classe d'actifs va tirer son épingle du jeu? C'est sans doute la question à $1 trillion pour les mois à venir. Vous êtes encore là? Alors vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.